Bonjour Monsieur Hulot. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. On vous interviewe dans le cadre du projet d'EPE, Parlons ensemble, parlons énergie. On étudie les liens entre la sphère politique et la sphère citoyenne autour des énergies. Donc pour cela, on étudie la France. Et donc dans ce cadre-là, on va préparer une petite liste de questions. On va commencer gentiment avec, est-ce que vous pouvez rapidement présenter votre parcours, d'où vous venez et pourquoi vous êtes arrivé au ministère? C'est un parcours qui a 62 ans, donc ça va être difficile de le résumer. Mais pour dire les choses, je sais pas, le plus rapidement possible, comme beaucoup de gens, je suis né dans une forme d'insouciance sur les sujets qui nous concernent aujourd'hui. Une forme d'insouciance avec cette idée ancrée que l'impact de l'homme à la surface de la planète était insignifiant. Une forme d'insouciance dans une foi et une confiance absolue dans le progrès humain qui trouverait toujours des solutions aux problèmes qu'éventuellement on pouvait générer. Et puis, mon parcours a été un parcours pendant quelques dizaines d'années, moitié d'expéditions en Afrique, en Arctique, toujours doublé d'une dimension de reportage. Et puis tout d'un coup, l'aspect reportage a pris le pas, puisque je suis devenu photographe, puis après j'ai fait de la radio, puis après j'ai fait des documentaires, donc un parcours un peu de journalisme. Et tout cela, en réalité, m'a, confronté un peu brutalement aux enjeux universels, parce que j'ai eu un parcours émaillé de voyages, d'expériences, de rencontres très cosmopolites. Et j'ai pris conscience, d'abord qu'on vivait sur un substrat qui était très étroit, qu'on appelle la planète, ridiculement petit. Et j'ai pris conscience que l'impact humain, en fait, avait considérablement changé d'échelle et que la vitesse avec laquelle on était en train de dégrader des écosystèmes était assez effrayante. Et tant qu'on ne le voit pas à l'échelle planétaire, en réalité, on pense que bon, il y a quelques points chauds comme ça, mais que globalement tout va bien. Bon, et en fait, je me suis rendu compte que l'homme était devenu quasiment une force géologique. Et donc tout ça a fait que parallèlement à mes activités professionnelles, j'ai commencé, à travers une fondation, à jeter les bases d'un engagement. Voilà. Et cet engagement, en fait, petit à petit, a pris le pas sur mes activités professionnelles. Et d'un engagement au départ qui n'était pas forcément, qui n'avait pas pris conscience de la complexité, de la dimension des enjeux, qui vivait encore dans une illusion que les sujets environnementaux et l'avenir de l'humanité étaient deux choses totalement différentes. Dit autrement, n'avait pas forcément conscience que c'était probablement le sujet humaniste par excellence, mais ça j'en ai pris conscience au fur et à mesure. Et d'une approche, je dirais, plutôt sensorielle, puisque moi j'avais pas un bagage scientifique et universitaire. Par contre j'avais une lecture très concrète de cette réalité-là, puisque la nature, la planète, la diversité, qu'elle soit culturelle ou naturelle, je pense que je l'ai côtoyée avec une intensité et une diversité comme peu de gens, mais tout ça a créé évidemment une conviction, un espoir, des inquiétudes, une prise de conscience. Voilà. Et puis petit à petit dans mon engagement, il y a une communauté, un socle et un environnement scientifique qui est venu structurer tous ces sentiments, toutes ces inquiétudes et tous ces espoirs. Et voilà, et mon engagement s'est forgé au fil du temps. Il s'est exprimé dans un premier temps par cette fondation qui avait pour vocation de mobiliser, de sensibiliser, de proposer, pas simplement de dénoncer, de rapprocher les acteurs et de créer des convergences sur ce sujet-là, puis de placer ce sujet au niveau où il fallait le placer, c'est-à-dire comme un sujet pas optionnel, mais un sujet conditionnel et un sujet crucial. Et puis voilà, et dans cet engagement, j'ai eu la particularité, plutôt que d'opposer les différents acteurs sociétaux, d'essayer de les rapprocher. En tout cas, de créer des ponts. Rapprocher le monde économique du monde des ONG.
faire en sorte que dans le champ politique, ça ne soit pas simplement un sujet sous-traité par une catégorie politique. Donc j'ai essayé, moi, d'essaimer cette préoccupation et éventuellement le traitement qui peut lui être associé dans toutes les sphères. Voilà. C'est ce que j'ai fait à travers ma fondation pendant plus d'un quart de siècle, utilisant ma notoriété donnée par mon activité professionnelle, puisque j'étais auteur de documentaires, et donc quelque part jouant sur les deux cordes, mon activité professionnelle et mon activité associative. Voilà. Et puis, restant toujours à côté du monde politique, mais évidemment en essayant de profiter des occasions de dialogue, de conseils. J'ai conseillé beaucoup de responsables politiques, même de chefs d'État, mais toujours d'une manière officieuse. Et voilà. Et puis jusqu'au jour où j'ai accepté une première mission officielle dans la perspective de préparer la COP 21 auprès de François Hollande, où je suis devenu envoyé spécial pour la protection de la planète. Grande mission pour un petit bonhomme. Voilà, qui a apporté une contribution, je pense, avec bien d'autres, je l'espère en tout cas, au succès de la COP 21. Et puis après, il n'était pas exclu que je reprenne mes activités journalistiques, et en réalité, je commençais un petit peu à me poser des questions sur l'efficacité de mon engagement du côté associatif, parce que j'avais tout essayé. Alors, pour autant, c'est pas parce qu'on a tout essayé qu'il ne faut pas continuer avec les mêmes actions, mais bon. La seule chose que je n'avais pas essayé, c'est l'engagement politique, au sens non pas politicien du terme. Je n'avais pas essayé d'abord parce que ça ne me tentait pas, parce que je sais que c'est rude, parce que je ne suis pas fait pour ça, je n'ai pas forcément le tempérament, le caractère, puis que je crois que j'ai besoin d'une liberté au quotidien. Donc ce n'était pas un espace que je convoitais. Bon, voilà. Mais pour une troisième ou quatrième fois, on m'a fait la proposition d'être ministre, et là j'ai accepté d'abord parce que au moins j'aurais tout essayé dans mon engagement. Ça me permettra de compléter mon expérience, ma lecture des choses, d'inspirer ou d'influer sur le cours des choses à l'intérieur du pouvoir, donc c'est aussi intéressant et probablement peut-être aussi ou plus efficace que de l'extérieur. Enfin, les deux sont utiles. En tout cas, ça, je ne l'avais pas essayé. Et puis, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être ministre. Comme ça boucle mon engagement. Et je n'aurai pas de regret en me disant, je n'ai pas essayé ça. Voilà. Et avec un peu de recul, est-ce que vous trouvez qu'il y a un de ces trois rôles, journaliste, membre d'association ou ministre politique, qui a un pouvoir, un levier d'action plus important, ou en tout cas, ou à l'inverse, des freins plus importants? En fait, tout est complémentaire. Il n'y a pas un levier miracle. Ce que j'avais obtenu, par exemple, quand j'avais fait le pacte écologique, en termes de modification constitutionnelle, en termes de processus du Grenelle de l'environnement, ça, je l'avais obtenu en étant totalement à l'extérieur, avec cette mobilisation citoyenne que j'avais opérée. Je pense que ça a été une mutation, une transformation et une prise de conscience dans le pays qui reste assez inédite. Je l'avais obtenue sans être ministre. Bon, donc, quelque part, on peut aussi, quand on arrive à faire converger des forces comme ça et à faire émerger une conscience, une appétence et une volonté citoyenne, on peut aussi jouer un rôle très important. Quand on est dans le pouvoir, on a du pouvoir, mais qui se heurte souvent, parce que la démocratie fonctionne bien, aussi à des contre-pouvoirs. Donc on n'a pas autant de pouvoir qu'on pourrait le limiter, qu'on pourrait l'espérer, l'imaginer. Mais on peut aussi obtenir des choses qu'on ne peut pas obtenir à l'extérieur. Quand j'obtiens une loi, je fais voter une loi pour interdire toute nouvelle exploration d'hydrocarbures dans notre pays et à terme l'exploitation des hydrocarbures, quand je décide de sortir du glyphosate pour ne parler que de ça, quand je programme
la programmation pluriannuelle de l'énergie pour faire en sorte que la transition énergétique change d'échelle et devienne irréversible. Bon, c'est une autre forme d'efficacité. Donc je pense qu'on a besoin d'une coordination des deux. Il faut garder de l'inventivité, de la réactivité, de l'exigence à l'extérieur du pouvoir. C'est très important. Il faut que la volonté citoyenne s'exprime en permanence. D'abord parce que personne n'a l'exclusivité et le monopole de l'intelligence et de l'inventivité. Mais il faut bien comprendre, il faut que tout le monde comprenne que certains pensaient par exemple que dès lors que j'arrivais ici bardé de mes convictions, j'allais résoudre en quelque temps ce qu'on n'avait pas pu résoudre dans un temps ancien. J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas d'homme ou de femme providentielle et que c'est pas parce qu'il y aurait un ou une ministre convaincu. Voilà. Donc je dois, évidemment, je me heurte à la réalité que j'ai autour de moi des membres du gouvernement qui ont aussi des contraintes, qui ont des parcours de vie, des parcours culturels. Il faut synchroniser tout cela. Et puis, parce que je me retrouve aussi à résoudre une équation inédite dans nos sociétés, c'est les impératifs du court terme et les impératifs du long terme. Comment on trouve le savant dosage pour ne pas sacrifier l'avenir au présent, mais sans pour autant pénaliser le présent par rapport aux perspectives du futur. Et c'est compliqué, voilà. Parce que, j'ai n'importe quoi, je pourrais décider d'ici de fermer demain toutes les centrales nucléaires. Mais alors à ce moment-là, ça veut dire que je fais totalement abstraction des conséquences sociales, des hommes et des femmes qui travaillent et qui ont, pendant des décennies, mine de rien, rendu un service essentiel à la France. Bon, ben cette dimension sociale, on ne peut pas en faire abstraction, bien entendu, au-delà d'autres conséquences. Donc voilà, il y a un principe de réalité qui est aussi une leçon d'humilité, parce que ça permet aussi de dire que quand on est à l'extérieur, c'est bien de dire « il n'y a qu'à », mais parfois il faut accepter la complexité. Voilà. Il n'y a rien de simple. Et du coup, quels sont les moyens ou les outils que vous pouvez mettre en place pour sensibiliser le grand public, les associations, pour faire comprendre cette complexité? C'est vrai qu'en tant que citoyen, des fois, on se dit que le problème n'est pas complexe, une solution est simple. Bon. Ce qui est important, c'est, comme je vais le faire par exemple sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, comme on l'avait fait avec le Grenelle de l'environnement, comme on vient de le faire avec les états généraux de l'alimentation, comme on va le faire avec les assises de l'eau, eh bien, c'est renforcer en permanence toutes ces procédures de démocratie élaborative ou participative. Voilà, ça c'est très important, la notion de débat public, de consultation citoyenne, pour que les gens non seulement s'approprient, comprennent aussi justement la complexité, et comment dire, en amont des mesures, puissent s'exprimer. Donc il faut revitaliser la démocratie, au-delà du fait que, ici dans un ministère, passez vos journées à recevoir les acteurs de la société, que ce soit moi ou les membres du cabinet. Donc c'est un dialogue permanent. Bon, puis après, utiliser, mais on ne peut pas passer son temps dans les médias, mais il y a aussi tous les services de communication, avoir un dialogue permanent. Et puis, moi, j'essaye en tout cas de toujours dire la vérité, c'est-à-dire de ne pas dissimuler la complexité. Ça surprend souvent de la part d'un ministre, quand ça m'est arrivé plusieurs fois, de dire « j'ai pas de baguette magique ». Voilà. Par exemple, on parle des déchets radioactifs à Bure. Ben, pour l'instant, je dis, dans les solutions qu'on me propose, c'est la moins mauvaise. Voilà. Je ne dis pas c'est la meilleure, c'est la moins mauvaise. Alors on pourrait dire comme bizarre qu'un responsable politique n'ait pas d'autre alternative à nous proposer qu'une moins mauvaise solution. Ben, et quand je dis ça en même temps, c'est en creux de dire si vous avez mieux, dites-le moi. Mais quand vous dites aux opposants vous avez mieux et qu'ils vous disent ben non, j'ai pas mieux, bon, ben, on est dans la vérité, on n'est pas dans la posture. Si dans un avenir proche on me trouve mieux, j'explorerai très rapidement. Je crois aussi que ça c'est très important, c'est de ne pas dissimuler la complexité. Voilà. C'est pas de ne pas donner l'illusion que sous prétexte que vous êtes dans des palais dorés et numéro 3 du gouvernement, tout d'un coup tout va devenir fluide et évident. Non, vous avez juste changé de responsabilité, vous avez franchi une frontière, voilà, mais les difficultés n'ont pas disparu pour autant. Voilà. Ce qui est aussi important, me semble-t-il, parce que le pouvoir isole, et donc vous risquez très rapidement de vous assécher et surtout de vous priver de la créativité, notamment de la société civile.
Donc de maintenir en permanence ce contact. Voilà, ça c'est très important. Vous avez parlé tout à l'heure de la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est le gros événement de l'année en termes d'énergie. Est-ce que vous pouvez le résumer très rapidement? Et aussi expliquer comment vous réussissez à mobiliser les citoyens et quel type de citoyens réussissent à se mobiliser? L'idée, enfin d'abord l'objectif, c'est que là nous rentrons dans un moment où on va globalement décider pour les 10 prochaines années du modèle énergétique, mais quelque part si on décide pour les 10 prochaines années, c'est qu'on va décider, je dirais, pour des décennies. Bon, donc c'est un choix important, parce que le modèle énergétique, évidemment, conditionne le modèle économique, au-delà du fait qu'il conditionne des enjeux sociaux, des enjeux écologiques qui sont excessivement importants. Donc c'est un choix de société, pratiquement. Bon. Si on en fait un débat d'experts, on a besoin des experts, bien entendu, parce qu'on ne peut pas être dans le fantasme, on ne peut pas être dans la fiction. Il y a une réalité, voilà. Mais il faut absolument que les Français, parce que chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Bon. Et comme en France, quand on ne comprend pas les choses, on a plutôt tendance à s'opposer, ce qui fait qu'en France, vous avez des gens qui s'opposent contre le nucléaire, vous avez des gens qui s'opposent contre les centrales thermiques, et notamment le charbon, et puis vous avez des gens maintenant qui s'opposent aussi contre les énergies renouvelables, hein, parce que les éoliennes, pas forcément, certains trouvent ça très joli, d'autres trouvent ça moins joli, etc. Bon. Donc il y a un moment, il faut transcender tout ça et inverser les choses pour créer plutôt une convergence, une adhésion, mais ça ne s'édicte pas. Il faut rentrer dans un dialogue où les gens vont comprendre les inconvénients d'un modèle et surtout apprécier les bénéfices et les avantages d'un autre modèle. Et avantages à court terme, à moyen terme, à long terme, et avantages aussi, pas simplement à l'échelle du pays, mais à l'échelle de chaque citoyen. Donc tout ça, ça va nécessiter évidemment un dialogue, une compréhension, une mise en perspective, une vision de savoir où on va. Parce que pour l'instant, les gens, ils ont le sentiment qu'on a du nucléaire, on a du charbon, on a des éoliennes, mais ils se disent, ben, en fait, on cumule tous les inconvénients, ou en tout cas les risques, peut-être. Bon, voilà. Donc il faut qu'on arrive à partager une vision. Donc cette programmation pluriannuelle d'énergie, à travers un certain nombre de dispositifs, en utilisant évidemment ce que le digital nous permet d'avoir, dans des débats citoyens qui vont être faits et alimentés et organisés par la Commission nationale du débat public, tout cela, ça va être de la démocratie participative, démocratie élaborative dans les territoires, dans les régions, à l'échelle nationale, dans les médias, pour que les gens, sur des scénarios qui sont sur la table, mais qui ne sont pas validés pour l'instant, et peut-être que d'autres scénarios vont surgir, voilà, qu'on co-construise le modèle énergétique. Mais en même temps, il faut faire de la pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut expliquer à quoi ressemblait le modèle d'hier, un modèle concentrationnaire, des grosses unités de production avec des gros réseaux électriques, basés essentiellement pour ce qui concerne la France sur le nucléaire pour la production d'électricité et sur les énergies fossiles pour la production d'énergie en général. Bon, voilà, ça c'était le modèle d'hier. Il a eu plein d'avantages, mais malheureusement il a des effets induits qui nous sautent à la figure aujourd'hui, et notamment sur les conséquences sur la santé et les conséquences sur les changements climatiques. Bon, à partir de là, le modèle qui était dominant et qui était la solution devient un modèle plutôt problématique, donc il faut en construire un autre. Alors l'intérêt, c'est que ce modèle-là, il existe, on ne part pas de zéro, on a une sécurité d'approvisionnement. Bon, à partir de cette sécurité d'approvisionnement, on va regarder comment on peut organiser cette transition pour aller, je l'espère, à terme vers un modèle, moi je le souhaite, mais pour l'instant ce n'est pas une décision officielle, mais en tout cas moi c'est un souhait que j'ai, vers un modèle, je l'espère, 100% renouvelable, où à terme, un quartier, un immeuble, un village, un territoire aura son autonomie énergétique, où vous et moi, nous serons capables de produire notre énergie et de la consommer. Voilà, et ça c'est le modèle de demain, et c'est ce modèle sur lequel je veux pas simplement faire rêver, mais je veux donner une sorte de désir et d'espoir. Du coup, vous pensez qu'à l'échelle mondiale, donc si on prend un peu plus de recul, les énergies renouvelables vont pouvoir prendre le pas sur les énergies fossiles à moyen, long terme? Moi, j'en suis d'abord convaincu pour une bonne raison, c'est que je pense qu'on n'aura pas le choix. Pas le choix pour des raisons climatiques, pas le choix pour des raisons de santé. Bon. Pas le choix pour des raisons économiques aussi, parce que quand vous prenez notamment ce qu'on appelle en termes économiques le coût des externalités négatives de l'utilisation des énergies fossiles à l'échelle de la planète, ça se chiffre en milliers de milliards de dollars.
Donc tous ces paramètres conjugués fait que de toute façon, on a tout intérêt à sortir des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Alors, évidemment, il y a encore probablement besoin de quelques avancées technologiques, notamment dans le domaine du stockage. Mais je pense qu'avec les batteries, et notamment les nouvelles batteries sèches qui vont arriver, avec la possibilité de stocker par la chaleur, par la gravité, par le gaz et notamment le biogaz ou l'hydrogène, tout ça combiné va nous permettre de résoudre très rapidement cette équation. Et j'en suis d'autant plus convaincu qu'il y a un argument qui va bientôt prévaloir et qui va, à mon avis, dynamiser l'appétit sur cette perspective-là, c'est que à partir du moment où on va permettre à chaque territoire, à chaque pays, à chaque nation de produire son énergie dans ses frontières, à partir de sources d'énergie qui sont gratuites, c'est une manière de rétablir aussi le rapport de force des grands équilibres géopolitiques, puisque aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que en fait, la puissance d'un État elle est quand même aussi proportionnée à sa détention des énergies fossiles. Et que parfois aussi les conflits ont été générés justement par cette dépendance ou par cette crainte d'être en dépendance ou d'être en rupture d'approvisionnement. Dit autrement, le pétrole, le gaz, le charbon n'étaient jamais très éloignés des conflits depuis la Deuxième Guerre mondiale. Si on s'affranchit des énergies fossiles grâce aux énergies renouvelables, ce qui va se passer, eh bien, ça va être un facteur de pacification pour l'ensemble de la planète. Donc c'est aussi une perspective, voilà. Et tout ça c'est en train de se structurer. Alors, encore une fois, tout ça c'est nouveau parce que c'est la troisième révolution énergétique, c'est même la quatrième, puisque la première c'est peut-être le feu, les deuxièmes c'était les énergies fossiles, le troisième, on peut parler d'une révolution quand même parce que ça joue une place importante, c'était le nucléaire, et pour moi le quatrième c'est l'avènement du renouvelable, mais qui se combine avec l'avènement du digital. Du coup, vous croyez au fait que le renouvelable peut être aussi puissant que le fossile, puisque le fossile, on a vu que c'était une quantité d'énergie dans une quantité de matière qui paraît ridicule. Enfin, c'est impressionnant la quantité d'énergie dégagée par un litre de pétrole. Et du coup, vous pensez que le renouvelable peut substituer à cette... Écoutez, quand on m'explique qu'à chaque instant, le Soleil envoie sur Terre 8000 fois ce dont on a besoin pour satisfaire nos besoins énergétiques de demain, quand bien même serions-nous 10 milliards, je me dis que, c'est peut-être un peu caricatural ce que je vous dis, mais enfin ça donne un ordre de grandeur. Si le défi c'est de capter un 8 millième de ce que le Soleil nous donne, on doit pouvoir s'en sortir. Voilà. Et je le dis pas simplement qu'au bout de vue de l'esprit, mais ça a été très très bien modélisé par un certain nombre d'agences, que ce soit d'agences comme l'Agence internationale de l'énergie, que ce soit le GIEC qui a dit que les énergies renouvelables pouvaient très très bien répondre aux besoins. Voilà. Alors après, je ne veux pas être dogmatique, la démonstration se fera très vite. Pour ça qu'en France, de faire déjà 50% de notre production d'électricité, on verra si effectivement on peut aller plus vite, si on peut aller plus loin. Mais ce qu'il faut, c'est se fixer des objectifs. Mais je suis convaincu que la combinaison du solaire, de l'éolien, de la géothermie, de la biomasse, de l'hydraulique, du gradient thermique des océans, mais même, je viens de découvrir probablement que ce ministère il est chauffé par le gradient thermique de la Seine. Vous voyez, bon, donc croyez-moi, dans ce domaine-là, voilà, donc tout ne sera pas basé sur une seule source d'énergie renouvelable. Et vous pensez qu'on aura le temps de faire cette transition énergétique avant le changement climatique? Parce qu'il va arriver quand même assez vite. Ça, par contre, on a déjà perdu beaucoup de temps. Il y a des résistances. D'abord parce que, évidemment, les lobbies pour lesquels l'économie fossile, évidemment, ils résistent. Bon, voilà, mais en même temps, comme ils ont maintenant anticipé, enfin, ils ont compris que de toute façon, c'était irréversible. On voit bien que les industriels, y compris dans le monde pétrolier, sont en train de se diversifier. Vous voyez bien qu'un opérateur chez nous, comme EDF, est en train aussi même de planifier sa propre contribution, puisqu'ils ont maintenant des plans énergie solaire. Il y a quelques jours, ils nous ont annoncé un plan de stockage important, etc., etc. Donc je pense que tout le monde a compris, sauf qu'on est parti un peu tard. Voilà. Et qu'on a mis des décennies pour déjà faire un constat. On a mis d'autres décennies pour se fixer des objectifs, mais maintenant, il faut qu'on les mette en œuvre.
Et d'ailleurs, moi j'arrive à ce moment-là, pour la France, je suis là pour mettre en œuvre. Je ne suis pas là pour... Je peux réajuster des objectifs, c'est ce que j'ai fait, en fixant la neutralité carbone en 2050, en déplaçant un peu le 50% nucléaire, mais je ne fais que mettre en œuvre des objectifs qu'on a pris. Et ça, c'est une autre paire de manches de mettre en place des objectifs, parce qu'il y a des perdants et des gagnants. Enfin, en finale, il n'y aura que des gagnants, mais dans une première lecture, il y a des perdants. Quand tu fermes une centrale à charbon, il faut voir avec le personnel, avec les filières, est-ce qu'on peut les reconvertir et comment, etc. Tout ça, c'est long et compliqué. Voilà. Donc, on touche à la fin de l'interview. Ouais. Et à la fin de chaque interview, on a une question des enfants. En fait, on a un partenariat à 2 écoles primaires et un lycée. Et le but de l'exercice, c'est que vous vulgarisez votre réponse comme si, donc là c'est Clélia, qui est en CM2, à Mirabel-et-Blacon, un petit village dans la Drôme, qui vous pose la question suivante. D'ici quand toutes les centrales nucléaires de France seront-elles fermées? Alors, comment elle s'appelle? Clélia. Clélia. Je ne peux pas te répondre comme ça parce que c'est exactement la question qu'on doit trancher et à laquelle on doit répondre pendant l'année. Pourquoi je ne peux pas te répondre comme ça? Parce que pour savoir quand je vais fermer... Alors, toutes les centrales, pour l'instant, la décision en France n'a pas été prise. Autant, par exemple, en Allemagne, la décision de sortir 100%, de fermer 100% du nucléaire a été prise. Je ne sais plus quelle est leur échéance, mais enfin, ils seront un peu en retard. Nous, pour l'instant, on a pris une décision, c'est 50%. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que pour fabriquer de l'électricité en France, 75% de la fabrication d'électricité est due à l'énergie nucléaire. Et on va déjà réduire ça, passer à 50%. Bon. Donc déjà, ça, c'était prévu pour 2025. Ça sera très certainement repoussé. Mais je ne suis pas capable de te dire, parce que pour réduire le nucléaire, voire éventuellement, pour ceux qui aimeraient en sortir, il faut le remplacer par des énergies renouvelables. Comme en même temps, on doit sortir du charbon, sortir du pétrole, sortir du gaz, tout ça, c'est compliqué. Il faut en même temps que l'on réduise notre consommation d'énergie et qu'on le réduise par 2, par 3, par 4. Bon. Donc tout ça, c'est des investissements, il faut isoler les bâtiments, il faut avoir des véhicules plus sobres, bon voilà. Donc tout ça, on est en train de le planifier cette année. Et en fin d'année, je pourrais probablement, même certainement, te donner une réponse sur déjà l'étape du 50%. Bon. Et si on fait 50%, bon, peut-être qu'on pourra avoir une petite idée d'éventuel. Mais j'insiste bien, la France n'a pas pris, pour l'instant, la décision de sortir complètement du nucléaire, mais elle a quand même pris une décision historique, puisque jusqu'à présent c'était l'inverse, de réduire la part du nucléaire. Alors, jusqu'où cette réduction pourra aller, à ce stade, c'est un peu tôt pour répondre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Très bien.